je voudrais les remercier. On voulait seulement faire preuve de patience pour le reste du public, mais peut-être qu'on va devoir commencer. Alors, je viens de parler avec le président Moustapha Niasse qui m'a vu tout jeune élève de 6e en l'année 1968, alors qu'il était, je crois, le directeur de cabinet du président Senghor, avec un grand afro et chemise à la mode de l'époque, ainsi que le pantalon, et très sportif aussi. Alors, moi qui étais si petit, petit bout d'homme, je ne sais pas si je peux me permettre de présider ou de donner la parole. Massiga l'a demandé, donc monsieur le président, vraiment cher aîné, et aussi l'aîné Seydina Oumar Sy, qui m'a rempli de beaucoup d'humilité un dimanche, il y a quelques mois, où il fallait faire des mouvements. Il paraît que j'ai excellé ce jour-là, mais j'ai peut-être excellé en essayant de chanter. Et depuis lors, le général Mamadou Mansour Seck ne veut plus faire ses randonnées du premier dimanche sans moi, mais j'ai résisté quand même. Parce que ne pouvant faire comme le doyen Seydina Oumar Sy, qui a fait preuve d'une souplesse qui ferait honte à un bébé. Parce que le bébé est tout souple, les cartilages et tout ça, vous pliez dans tous les sens. C'est ce qu'il nous a montré ce jour-là et il nous a vraiment rempli de beaucoup d'humilité. Moi, j'ai essayé de résister en essayant de faire comprendre au général Seck que la chanson des militaires sénégalais Yaay Jambar, ce n'était qu'une distorsion d'une chanson sérère Yaay Jambal et Yaay Jambal, c'est ça, hein, ils ont transformé ça à Yaay Jambar. Donc au moins ce côté-là j'avais gagné excellence, mais pour le reste c'était vraiment ça. Donc devant des personnalités de ce genre-là, je vais quand même faire le travail tel qu'on me l'a demandé, mais bon, voilà. Hein, et je voudrais aussi remercier l'auteur, mon ami Massiga Diouf, qui a bien voulu faire confiance au WARC pour sa dédicace, et remercier aussi mon ami Mamles Camara, que j'admire beaucoup pour ses interventions très percutantes. Et évidemment, saluer l'ensemble des participants. Excellence, j'ai fait mention de vos compétences en la matière diplomatique lorsqu'on m'a posé cette question-là sur les possibilités pour le Sénégal d'avoir un siège de non permanent. Quand les journalistes sont venus, je leur ai dit, entre le Sénégal, le Nigeria et l'Afrique du Sud, il n'y a pratiquement pas photo. S'il ne s'agissait que ces trois-là, je suis persuadé que le Sénégal va l'emporter. Et quand le Sénégal l'a emporté, les mêmes journalistes sont venus pour me dire, vous aviez prédit ça, et je leur ai dit que je pensais à d'éminents ambassadeurs comme vous. Hein, voilà, et c'était certains d'entre vous. Donc c'est une bonne chose que justement la dédicace de ce livre-là vient immédiatement après. Je ferai une dernière remarque en répondant aussi à quelqu'un qui, se prononçant sur ce grand événement, a dit « ça ne sert à rien au Sénégal, le Sénégal n'y gagne rien ». Et je n'étais pas très content, même si la personne est un peu une sorte d'ami, je n'étais pas très content. Et j'étais en train de me dire, est-ce que celui-là, il est sportif? Est-ce qu'il s'est posé la question de savoir, quand les lions ou les lionnes viennent avec une coupe, on peut dire, ce n'est que du métal, ça ne sert à rien. À la limite, on pourrait en faire un récipient pour boire de l'eau. Mais ce métal, ce récipient-là, est-ce qu'il n'a que cette valeur-là? Quelle est la dimension symbolique? Comment ça fouette l'ego des Sénégalais et ça peut les pousser vers d'autres conquêtes et d'autres possibilités? Je crois qu'ici aussi, au-delà même de ce qu'on peut gagner politiquement et diplomatiquement, le fait que le Sénégal ait été rangé au vote, le Sénégal a plané sur tout le monde. Et c'est votre travail à vous, Monsieur le Président, vous avez été pendant longtemps ministre des Affaires étrangères
Et c'est la dernière remarque. Je me rappelle cette époque. Parce que je vous voyais toujours avec un chapelet autour du bras, ici. Et ça rappelait drôlement le chapelet d'un autre ministre, mais saoudien, qu'on appelait Cheikh Yamani. Alors, ça fait longtemps que je vous suis. Ouais. Ouais, et je vous l'avouerai aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous suis. Jusqu'au moment où on était étudiant à l'école normale William supérieure ici, prenant les cours à l'université, en buvant le thé. Il y en a beaucoup d'entre nous qui imitions vos périodes, même si beaucoup d'entre nous vous combattions à cause de la situation qu'il y avait sur le campus. Voilà, donc nous les jeunes, nous vous avons suivis, nous avons appris beaucoup de choses auprès de vous. Et Massiga, merci de nous avoir donné l'occasion de dire ça. Sans trop tarder, je vais peut-être donner la parole à celui qui a la tâche de présenter l'auteur. Après, nous allons donner la parole au préfacier. Et enfin, les spécialistes de la diplomatie. Et Massiga peut-être fera ses commentaires à la fin. Donc, mon cher Mamles, vous avez la parole pour présenter l'auteur. Merci. Et c'est pourquoi j'ai considéré comme véritablement un honneur pour la corporation que notre jeune confrère, René Massiga Diouf, se soit engagé. C'est-à-dire qu'il a eu un parcours assez atypique, multiple. Massiga n'est pas que journaliste, d'ailleurs la lecture de son livre est présente dans la salle. Et c'est aussi un spécialiste de la communication. Et je crois que de ce parcours multiple, il est né un regard particulier, qui n'est plus seulement celui qui, en tant que journaliste, explique de façon plus ou moins laborieuse, tente d'éclairer les arcanes de la diplomatie. Mais là, quand j'ai lu, je me suis dit, bon, je vais essayer, sur les pas de mon jeune frère, d'entrer dans ce monde qui ne m'est pas totalement inconnu, parce que la diplomatie est toujours exposée au spot des médias. On en parle, c'est pas pour rien d'ailleurs que Ousmane tout à l'heure parle d'un ancien ministre saoudien qui a quitté la fonction depuis longtemps. Je crois que nous sommes à un moment où les journalistes essaient un peu de réfléchir sur les objets dont ils parlent. Et le livre de Massiga, qui est un livre très didactique, non seulement expose des principes, mais surtout essaie d'apporter une lumière sur des événements que nous avons vécus, mais lumière vue sous l'angle de la diplomatie. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises que la presse, nous avons célébré un peu sous l'angle du spectacle, sans essayer de comprendre les mécanismes, les logiques et les connaissances qu'il faut avoir pour mettre en branle tout cela. Mettre en branle dans le sens du succès, mais comme dit l'auteur aussi, parfois il y a quelques errances et il ne se prive pas de les expliquer. Donc nous avons un livre dont le présentateur parlera tout à l'heure. Massiga est donc un juriste. Je le lui rappelais tout à l'heure, il est plutôt un philosophe, un communicant et un journaliste. Je lui rappelais que la dernière fois qu'on avait eu à se parler de façon régulière, c'est quand il était chargé par la Convention des jeunes reporters de me mettre la pression, parce que j'étais chargé de leur écrire un guide du reporter pour la couverture des élections. Les élections approchaient, n'est-ce pas? Et il ne voyait pas le guide prêt, et lui était chargé, mais alors de façon courtoise, mais méthodique et obsédante, de me faire comprendre chaque jour que j'étais en retard sur mes délais de livraison. Et je crois que c'est la même méthode, la même obsession du résultat que l'on voit dans ce livre-là, qu'il est intéressant pour les journalistes de lire. Il y a 2 jours, j'étais avec Sadakan pour parler d'un autre ouvrage d'un journaliste qui réfléchit sur les médias. Et ce n'est pas un exercice de dédoublement, c'est véritablement une compétence externe qui jette de façon froide un regard sur ce que nous faisons, et le bilan n'est pas très reluisant. Et je crois que c'est dans la même démarche
une nouvelle génération de journalistes qui ne se contentent pas de faire des émissions, d'écrire des articles, mais qui essaient d'aller un peu plus en profondeur dans les choses. Et pour cela, il faut s'armer de la science, du savoir. Si vous lisez la 4e de couverture, vous vous rendez compte que Massiga a consacré beaucoup de temps de sa jeune vie à apprendre, n'est-ce pas? Je voudrais simplement, avant de... Il est journaliste à la RTS, je l'ai été moi aussi pendant 15 ans, et puis un jour j'ai décidé de voir ailleurs. Je voudrais quand même remercier, avant de donner la parole à son Excellence qui va procéder à la présentation du livre, remercier encore une fois le président Moustapha Niasse et me réjouir que nos 2 dernières rencontres se sont faites autour d'un livre. La dernière fois, c'était autour du livre de Amadou Lamine Sall, que c'était sur Léopold Sédar Senghor, que j'étais chargé de présenter. Et je lui disais tout à l'heure en l'accueillant au président Moustapha Niasse que j'avais été impressionné ce jour-là par cette démonstration à la fois de connaissances, mais de connaissances légèrement apportées. Ce n'est pas une connaissance manifestement qui encombre celui qui l'apporte, mais il nous a parlé de la philosophie ancienne grecque en des termes absolument impressionnants. Et je me rappelle d'ailleurs qu'il m'avait offert un livre de Xénophane, philosophe grec, dont il m'avait dit qu'il l'avait acheté sur les quais à Paris, n'est-ce pas? C'est vrai, les quais de la Seine. Les quais de la Seine à Paris. Donc, nous sommes contents d'avoir le président de l'Assemblée nationale avec nous. Mais je pense, au-delà de la fonction, nous sommes contents d'avoir un homme qui a marqué sa vie, qui a marqué son époque et qui a un parcours humain et politique intéressant. Je ne veux pas dire unique, je ne veux pas donner l'impression de trop en faire, mais c'est important, je crois, pour Massiga, pour les journalistes, pour les diplomates, de voir que le président Moustapha Niasse continue de s'intéresser simplement à la vie de la nation et qui s'investit, il investit son temps. Il n'y a pas beaucoup de présidents de l'Assemblée nationale qui viendraient investir 1 heure ou 2 heures de son temps de travail pour relever le travail d'un jeune compatriote, mais surtout pour éventuellement témoigner, puisque c'est lui qui est l'auteur de la préface du livre. Encore une fois, Monsieur le Président, merci. Je vous rends la parole, Ousmane, pour la présentation du livre avec son Excellence, M. Seydina Oumassi. Devant moi. Alors, comment je pourrais aujourd'hui parler avant lui? C'est l'histoire de l'âne de Buridan. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande le privilège de requérir qu'il puisse parler avant moi pour que je puisse être à l'aise? Je voudrais demander ce privilège, que Seydina parle avant moi, parce que c'est mon aîné et mon ami. Avec Fali Loukan, l'ambassadeur Saré, n'est-ce pas, le doyen Medoun Fall. C'est mes aînés, franchement. C'est très africain ce que je fais là. Hein. Je suis gêné de parler avant le doyen Saré. Franchement. Tout le long de nos parcours respectifs, il a toujours été avant moi. Et je souhaite qu'il le reste. Daouda Sow, Pascal-Antoine Sané et moi qui avons constitué les étudiants UPS à l'université. Tout à fait. Et c'est à lui que nous avons passé le relais et qui s'est chargé de traîner dans son sillage d'Iboka. Donc, je le retrouve avec grand plaisir. On ne se voit pas physiquement. René Massiga Diouf m'a fait l'honneur de me parler de son livre et de me l'apporter il y a de cela peut-être quelques jours, disons 1 semaine, Oui, bien sûr. que j'ai parcouru avec grand intérêt.
c'est pour moi le regard d'un journaliste sur les réalités de la diplomatie sénégalaise depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une constante de notre ligne diplomatique. Cette ligne est faite de dialogue. Cette ligne est faite de la recherche constante de ce que notre maître a nous tous appelé le compromis dynamique. Léopold Sédar Senghor. Et dans les enceintes dans le monde, la voix du Sénégal a toujours été entendue. Et même quand on a voulu la faire taire, il y a eu des gens comme Moussa Niasse à la conférence des non-alignés à Cuba, quand il y avait une coalition des chefs d'État pour empêcher le Sénégal de s'exprimer, il a quand même pris la parole et sa parole a porté parce que ceux qui étaient là, d'illustres noms que je ne citerai pas, ont fini par reconnaître que le traitement qu'on voulait infliger au Sénégal n'était pas digne et que de toute façon on ne pouvait pas étouffer la voix du Sénégal. Donc c'est une diplomatie engagée dans la recherche de la paix. Et c'est pourquoi Senghor disait que nous devions commencer par les cercles concentriques. La Sénégal dit ce qui était en premier lieu l'ORS, l'Organisation des États riverains du Sénégal, qui est devenue l'OMVS, l'OMVG, etc., etc. Pour ne prendre que l'OMVS, qui ont prouvé leur efficacité parce que en 89, quand on a eu ce problème douloureux avec la Mauritanie, où toutes les relations étaient gelées, l'OMVS a continué à fonctionner parce que Mauritanie comme Sénégal y trouvaient leur intérêt. Ça veut dire que la diplomatie sénégalaise n'a pas recherché seulement que son intérêt exclusif. La diplomatie est bien entendu une question d'intérêt. Et comme disait hier soir mon jeune frère et ami Seydou, un rapport de force. Et il faut d'abord saluer notre entrée dernièrement au Conseil de sécurité, avec une majorité, je crois, jamais atteinte. Lui, il est un peu le statisticien des diplomates. Il pourra nous dire si c'est vrai ou pas, mais sur 191 votants qu'on ait pu réunir 187 est vraiment quelque chose d'admirable qu'il faut mettre au crédit du président de la République et de son ministre des Affaires étrangères et de la diplomatie sénégalaise dans son ensemble. Ce que j'ai retenu, c'est plutôt les problèmes d'errance dont a parlé Massiga. Bon, pour les relativiser, il n'a surtout pas ménagé le président Abdoulaye Wade. Parce que les errances ont été plus citées pendant ce que les Belges appellent sa mandature que pour les autres. Il faut dire que c'est une question de caractère. Les bases de la diplomatie ont été jetées par Senghor et mises en œuvre par Doudou Dia.
Diouf a été, comme d'habitude, un grand commis de l'État qui s'est beaucoup investi dans le problème de l'endettement. Parce qu'à l'époque, les créanciers étaient braqués et ne voulaient pas entendre parler de rééchelonnement de la dette, et encore moins de parler de supprimer la dette. Il s'est bien battu, il faut le remercier. Et puis il y a eu Wade. Il faut dire que c'est le plus panafricaniste des présidents qu'on a eu jusqu'à présent. Mais paradoxalement, c'est dans son approche africaine qu'on note le plus d'errance. Quand il dit aux chefs d'État réunis, je suis le mieux élu d'entre vous et le plus diplômé d'entre vous. Ils étaient assis là. Et ils étaient assis. Reconnaissons d'abord que c'est la stricte vérité. Mais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et que quand tu viens me chanter tes louanges et tes diplômes, ne t'attends pas à ce que je me lève pour te donner la collade. Et cela a toujours, je crois, été un poids qui a freiné peut-être l'action de Wade et qui a peut-être gêné la diplomatie, parce que la diplomatie sénégalaise a toujours été très active et très dynamique. Et quand il disait ça, il avait raison. Ils étaient tous issus pratiquement de coup d'État. Et quand il le dit, il avait raison, mais ça ne se dit pas. Quand il a dit qu'en Côte d'Ivoire, les Burkinabés étaient traités pire qu'en France pour les autres Africains, je connais quelqu'un qui est à ma droite aujourd'hui, qui était Premier ministre en Europe, et il n'a pas démenti parce qu'il est poli et bien élevé. Mais il a essayé de rectifier le tir. Le même jour. Le même jour. Hein? Même parti à côté. Mais si vous voyez toutes ces choses-là, vous dites c'est négatif. Et pourtant, si aujourd'hui, on regarde la situation rétrospectivement, si ce n'était pas le Sénégal, Gbagbo n'aurait pas tenu 2 jours. Parce que ses troupes, en général, n'avaient plus que 2 jours de puissance de feu. Et que Gbagbo, Soro avançait. C'est par l'intervention du Sénégal qu'il y a eu la trêve. Et c'est par l'intervention du Sénégal qu'on a eu ce qu'on a eu. Est-ce qu'il faut juger négativement ces errances verbales, ou bien il faut s'en tenir à l'action persévérante de médiation du Sénégal? Chacun a le choix. Chacun a le choix. Mais ce que nous pouvons dire, nous, Sénégal, diplomates de carrière, sous l'autorité de quelqu'un qui, cumulativement, a été le plus longtemps ministre des Affaires étrangères, et pendant 11 ans, nous avons tenu la barre, le cap. C'est ça qu'il faut retenir dans le livre que j'ai lu et qui est intéressant, qui parle beaucoup d'errance, avec beaucoup d'anecdotes, mais je dis encore une fois, il faut les relativiser. Il faut les relativiser parce que la diplomatie sénégalaise a des fondements extrêmement solides. Vous l'avez rappelé, on a une école de formation par laquelle nous sommes passés. Et historiquement, j'ai eu la chance, avec une dame que le président connaît bien, Claude Absel Diallo,
avec un autre qui malheureusement n'est plus là avec nous, Barka Diarra. Et nous avons vraiment jeté les bases de l'école diplomatique sénégalaise, si je peux l'appeler ainsi péremptoirement. Mais cette école a connu des problèmes parce qu'au temps de Abdou Diouf, justement, et pour moi c'est une des errances, on avait fermé la section diplomatique. Si aujourd'hui les gens disent oui, quelqu'un même a dit qu'on faisait de la diplomatie sans diplomate, un auteur que vous connaissez bien qui est maintenant dans le gouvernement. Oui. C'est parce que pendant toute cette période, effectivement, on nommait dans des postes diplomatiques des gens qui n'avaient pas la formation, mais depuis lors, je pense qu'on a repris et c'est heureux que les diplomates puissent être sur le terrain pour faire leur travail. Il y a d'autres qu'on appelle la grande muette. Mais les diplomates, on peut tout à fait les appeler les grands muets. Parce que nous vivons des situations, nous analysons des cas, nous prenons des positions tout en sachant que le gouvernement demain peut nous désapprouver totalement et nous ne murmurons point notre désapprobation. Dans mon histoire à moi, aux Nations Unies, je siégeais à la 4e commission sur la décolonisation et mes instructions, peut-être que c'est Nias qui les avait signées, hein, mais je ne pense pas, étaient de faire en sorte que sur le cas de Djibouti, quand on parlait de décolonisation, d'accession à l'indépendance, de faire en sorte que dans le projet de résolution, les termes indépendance, etc., ça ne figure pas. Lui, dans son introduction, m'aurait dit, notre érudit ne figurasse pas. Et j'ai été aidé par les relations qu'on avait dans cette commission et on était arrivé au résultat qui était attendu par le gouvernement sur la base des instructions que j'avais reçues. Et pourtant, le jour du vote, je reçois des instructions, allez voter contre et expliquez-vous. Allez voter contre et expliquez votre vote à la tribune. C'est frustrant, hein? Et pourtant, j'ai encaissé, comme le militaire aurait encaissé. Donc si nous, diplomates, nous devions parler des errances de la diplomatie, on pourrait faire des livres là-dessus. C'est pourquoi je dis qu'il faut relativiser. Moi, quand Wade était président, j'ai dit c'est le président style tel le Maradia. C'est le style de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ses idées n'étaient pas mauvaises. Le problème de Wade, c'est qu'il avait surabondance d'idées. Et il prenait ses idées déjà pour des projets tout prêts à être financés, dans tous les domaines. C'est pourquoi je dis encore une fois, ma figure, il faut relativiser nos errances, qui n'étaient pas d'ailleurs celles de la diplomatie, mais celles du chef, en l'occurrence. Et nous avons, après Wade, nous avons le président Macky Sall.
qu'on le veuille ou non. Nous avons été interpellés hier au cours d'une émission sur le cas du Burkina. S'il n'était pas intervenu, le Kafando ne serait pas là aujourd'hui. Qu'on s'arrête au fait qu'il a donné l'accolade à un putschiste et tout ça, c'est la réelle politique. Le Wolof dit, bala nga naan naam nga ne fa. Su du loon Macky du fa nekk tey bay naan naam. Donc ça veut dire qu'il est sur la voie du Sénégal pondéré, modéré, du Sénégal écouté parce que proposant toujours des choses positives et réalistes. Il faut l'appuyer dans cette démarche et je crois que notre secrétaire général lui a fait savoir, Seydou Nour, que nous, comme les militaires, nous sommes disponibles et prêts à servir l'État. Et nous sommes prêts à servir l'État actuel, dirigé par Macky Sall. Ça veut dire également, Massiga, que cette démarche est une démarche qu'il faut saluer. Nous ne devons pas, nous, diplomates seulement, penser que nous sommes les seuls à avoir raison et à marcher dans tel sens. Nous avons besoin de regard extérieur, de critique extérieure. Nous avons besoin de faire le point. Parce que le monde a changé. Et dans ce monde qui change, nous devons avoir notre mot à dire. Et la vérité vraie est que les priorités du moment sont définies par d'autres. S'ils disent terrorisme, c'est le terrorisme. S'ils disent climat, c'est le climat. S'ils disent autre chose, c'est autre chose. Et nous alors, pendant que les problèmes qui sont traités au Conseil de sécurité sont en majorité des problèmes qui concernent l'Afrique. Sur 100 cas, les 70 sont africains. Mais c'est, on peut dire, des guerres oubliées. Des problèmes qui ne menacent pas leurs intérêts vitaux et qui peuvent donc traîner en longueur, ce n'est pas leur problème. Mais dites-leur aujourd'hui que ce que fait Israël en Palestine est inacceptable, ils te diront c'est vrai. Mais condamnons Israël, l'Amérique dira je mets mon veto. On va plus loin jusqu'à ce qu'un État aussi important, respectable et respecté comme les États-Unis monte devant le Conseil de sécurité pour tirer une résolution pour aller attaquer l'Irak. Qu'est-ce qu'il est advenu de tout ça? On a tué Saddam, on a mis l'Irak sens dessus. Est-ce que c'est la paix? Non. C'est la même chose en Syrie, mais avec les cartes qui sont brouillées en ce moment. Au premier abord, c'était de chasser Assad et de renforcer donc l'opposition à Assad. Mais un troisième larron est venu se mettre dans le schéma, c'est l'État islamique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont perdus. Ils ne savent plus quelle est la priorité qu'il faut
adopté. Et je peux multiplier les exemples. Prenez le cas de la Libye. Si aujourd'hui, le Mali connaît la déstabilisation qu'on voit dans tous les journaux, on sait que cela provient d'armes et d'argent en provenance de Libye. La Libye est ingouvernable en ce moment. Et la Libye est cause de beaucoup d'instabilité dans notre parti. C'est vrai, le terrorisme est un danger et il faut lutter contre le terrorisme. C'est vrai qu'un seul État ne peut pas lutter contre le terrorisme et qu'il faut donc ensemble envisager les moyens les plus efficaces de lutter contre le terrorisme. Mais comme disait Senghor, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique. Le général, lui, il a des règles quand il va en guerre. Le terroriste n'a pas ses règles. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole, j'ai déjà suffisamment parlé, je suis bavard. Je veux encore remercier mon ami de toujours, Moustapha Niasse, président de l'Assemblée, de m'avoir permis d'exprimer mon point de vue avant lui, mais il le fera avec beaucoup plus d'éloquence et beaucoup plus d'expérience même, parce qu'il a une expérience extrêmement variée. Et je pense que c'était un bon choix, René Massiga, que de l'avoir choisi pour préfacer ce livre, qui sera lu avec beaucoup d'intérêt par tous nos diplomates, dont 2 sont ici présents aujourd'hui, le secrétaire général et son adjoint. Mais je ne sais pas dans la vie qui est avant qui. Hein? C'est Seydou qui est le secrétaire général, mais Saliou Cissé ne le laisse pas toujours diriger les choses. Mais enfin, ils sont très amis, nous sommes très amis. Je voudrais m'arrêter là et en vous remerciant. Pour redevenir l'étudiant que j'ai toujours été, que je ne cesserai jamais d'être. Parce qu'au contact de l'autre, on peut toujours apprendre. Devant les officiers généraux, les officiers supérieurs, on apprend. Les notions de discipline, de rigueur, de perspicacité. Voir, comme disait Hassan II, au-delà des nuages, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est en fait le propre de la diplomatie. Et je voulais juste dire un mot sur la victoire des Lions. Monsieur le professeur Ousmane, que je salue au passage. Si on a une conception alimentaire du sport, oui, on peut dire qu'une victoire comme celle-là ne rapporte rien au Sénégal. Mais il faut éviter les conceptions alimentaires, parce que le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Et quand on n'a pas mangé le lendemain, c'est comme si on n'avait pas mangé hier. On a faim. Un tel exploit s'inscrit dans la trajectoire de l'histoire. Des combats entrepris par le Sénégal, combats au terme desquels le Sénégal a eu l'honneur d'être honoré. C'est ça qui est important. Je crois que c'était la 11e fois que nous remportions cette Coupe d'Afrique. Celui qui a dit ça, c'est ahurissant qu'il l'ait dit, oublie que ce n'est pas un hasard si le Sénégal, 11 fois, si nos Lions ont remporté la Coupe continentale de basket. Mais le débat se poursuit. Ceux qui s'arc-boutent sur les conceptions d'approche alimentaire resteront toujours des alimentaires. Mais la majorité du peuple a salué cet exploit comme l'illustration du courage de l'ADN sénégalais qui est dans nos veines, qui coule dans nos veines. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est mon avis. Massiga a eu le mérite d'entreprendre ce travail herculéen. Et je lui ai dit, la première fois que je l'ai reçu et qu'il m'a parlé de son souhait de me voir écrire la préface de ce livre, il a pu m'attraper dans l'atmosphère de mes voyages, à droite, à gauche, au filet, presque comme on fait avec les papillons.
C'est à l'aéroport, je lui ai dit, bon, demain à 11h. Je venais d'arriver des États-Unis. On a eu le premier entretien. Et j'avais vu la ligne directrice de sa pensée qui répondait à une structuration très rationnelle. Et cela m'a encouragé à l'encourager. Et ça a donné cette brève préface. Dans le monde, depuis la plus haute antiquité, depuis la nuit des temps, il y a ceux qui pensent. À côté de ceux qui pensent, il y a ceux qui écrivent. Et après ceux qui écrivent, il y a ceux qui témoignent. S'il n'y avait pas eu ceux qui pensent, ceux qui écrivent et ceux qui témoignent, comment aurions-nous pu pénétrer dans l'espace des exploits de l'âge Omar, dans le Massina, au nord Nigeria, au nord de la Guinée? Comment pourrions-nous savoir, nous, ce que Samori Touré a fait avant 1898 lorsqu'il a été pris à Guélémou, à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, exilé au Gabon, où il est mort en 1900, 2 jours après avoir reçu de Seigne Touba, qui était là-bas, un manteau sacré. Comment on aurait pu le savoir s'il n'y avait pas les témoins comme Mamlès, comme Ousmane? Pour revenir à la réalité de la diplomatie, d'éminents diplomates sont ici. Sidna Omar Sy ne vous a pas dit qu'il a été ministre des Affaires étrangères aussi. Il a dirigé la diplomatie sénégalaise comme ministre des Affaires étrangères. Le premier, le plus fameux, qui reste la référence incontestable, c'était Maître Doudou Dia, personne. Il a été le meilleur diplomate sénégalais. Et je crois qu'on mettra beaucoup de temps avant de trouver meilleur que Maître Doudou Dia, qui a su comprendre Senghor, dont il a été le premier ministre des Affaires étrangères, qui a su traduire les options de Senghor à travers le monde, et qui, dès le départ, a formé une équipe de jeunes Sénégalais qui sortaient de l'Anfom, pour certains d'entre eux. Habib Thiam a été son premier directeur du cabinet, et puis quand Habib Thiam a été nommé secrétaire d'État chargé de l'agriculture et du plan, Habib Thiam a poussé Abdou Diouf pour diriger le cabinet de Doudou Dia. C'est de là-bas que Senghor a pris Abdou Diouf pour l'amener à son cabinet comme directeur du cabinet, puis Abdou a fait la trajectoire supersonique qui a été la sienne. À côté de Doudou Dia, on ne peut pas ne pas citer Assane Seck, qui était professeur d'université, professeur de géographie, et qui a été un parfait diplomate. Avec une note paysanne, note que j'ai eu le privilège d'avoir aussi. Assane est né à Adéane, en Casamance, comme moi à Kermadiabel. Alors quand nous tombons dans la diplomatie, vous savez, les gens se disent, mais comment, ils vont aller où ces gens-là? C'est les broussards. Eh oui, mais si on fait l'effort de s'adapter, et si on a autour de soi et des hommes et des femmes de qualité, c'est ça le secret. Alors le broussard peut être un vaillant diplôme. Ce qui est arrivé. Le docteur Karim Gaye, qui a été ministre des Affaires étrangères de 1968, mois de juin, à 1972, le 12 juin 1972, il a quitté les affaires étrangères pour être nommé président du Conseil économique et social, Karim Gaye. Et puis après, il y a eu les modestes, la seconde génération, c'est-à-dire nous. Parce que nous avons été jeunes un moment. Hein. Maintenant, on est vieux, mais on a été jeunes comme vous. N'est-ce pas? Et on était là. Et on apprenait avec des ambassadeurs comme Sidna Omar Sy, qui a fait plus qu'une décennie à Bruxelles. Il était président du Sénégal auprès de Sa Majesté le roi Baudouin, puis en même temps, auprès de toutes les autorités des instances de l'Union européenne, des ACP. Les plus jeunes qui étaient directeurs de service, qui sont là. Quand nous on était là, c'est Louba, Salou Cissé, Ibrahim Mokaba, il y en a d'autres, hein, qui sont devenus les grands diplomates qui sont restés d'ailleurs. Je disais à Seydou tout à l'heure en arrivant, quand je le vois à la télé, je suis heureux de la manière dont, mélangeant la sémantique formelle et la profondeur
des secrets de la diplomatie, il indique certaines pistes qui permettent de comprendre ce qui se passe. Parce que la diplomatie est un iceberg. Ce que l'on voit, c'est le 8e. Les 7 8e, on ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas parce que tout ne doit pas être vu. Les Nations Unies ont été créées en 1945-46. Quand j'étais là comme secrétaire général adjoint chargé des Grands Lacs avec mon ami Kofi Annan, nous étions 36 000 fonctionnaires. Vous vous rendez compte? 36 000 fonctionnaires, dont 19 000 rien qu'à New York. C'est une lourde machine, où chaque machine est dotée d'un cerveau, des neurones du cerveau. Gérer tout cela, on ne peut pas le faire si tout est apparent. Je félicite René Massiga Diouf. Et je voudrais lui dire qu'il lui laisse un autre livre à faire. Celui-ci est un excellent ouvrage. Mais tenant compte du développement des événements et des phénomènes actuels, et sur cette bonne lancée, Massiga, vous devriez entreprendre d'écrire un livre sur la corrélation entre le développement et la diplomatie. La diplomatie comme moyen de développement économique et social. Cette diplomatie formelle que vous avez décrite, de manière très didactique et très pédagogique, qui rend l'approche et l'analyse accessible aux étudiants et aux chercheurs, aux jeunes et à ceux qui ne sont pas encore des diplomates. Il faut prolonger cela maintenant, à mon avis, par une recherche à entreprendre sur les liens entre la diplomatie au XXIe siècle et les exigences du développement concerté par l'effort interne et par la solidarité avec autrui pour créer des dynamiques qui permettent précisément de faire face ensemble aux menaces qui pèsent actuellement sur la paix, la sécurité et sur l'équilibre du monde, qui ne sont plus affaires d'un État ou d'un peuple, mais de la communauté internationale et le cas spécifique des pays de l'hémisphère sud. Vous voyez, en vous félicitant, je vous ouvre encore peut-être une porte vers d'autres types d'efforts. Ce second livre-là, je suis sûr que les aînés qui sont là autour de vous sont prêts à vous aider, à vous encourager, à vous aider, à vous accompagner, pour qu'il y ait dans un an, si Dieu le veut, une cérémonie ici, avec l'hospitalité du professeur Ousmane Sène et de son équipe, pour dire voilà, Massiga sort un second livre, pour prolonger au-delà de l'analyse pertinente qui a été faite et du constat analytique et descriptif que contient ce livre, maintenant pour aller vers les prairies du développement concerté, de la lutte contre les phénomènes du terrorisme, de l'emploi des jeunes et de leur formation, la formation des élites africaines pour le présent le plus proche, mais surtout pour l'avenir à moyen terme. Puisque vous êtes sur une bonne lancée, ne vous arrêtez pas. Je voulais vous dire ça. Et vos aînés qui sont là, et qui ont dirigé des ambassades, des missions externes à travers le monde, nous vous aidons. C'est important. Vous savez, quand on parle de la charte du Mandé, qui est de 1236, Soundiata Keïta, en 1236, avait fait élaborer et promulguer une charte qu'on appelle la charte du Kurukan Fouga. C'est la charte du Mandé, 47 articles, où Soundiata Keïta recommandait, dans le fonctionnement d'une société, le rôle de la femme dans la société et le respect qui est dû à la femme. C'est important pour les femmes et pour nous qui nous battons aux côtés des femmes, pour la promotion de la femme avec grand F. Mère, sœur, fille, petite fille, tante, yumpagne, grand-mère. Soundiata a commencé par là. Ensuite, il a parlé des relations de voisinage. Dañuy wax ne dëkkandoo jàmm ca gën bés du ñàkk. Eh bien, Soundiata l'a dit, il l'a mis dans sa charte du Kurukan Fouga 1236. La charte universelle des droits de l'homme, là. C'est bien après. Hein? En 1215, il y avait eu la grande charte britannique, mais elle n'était pas complète.
c'est celle de Sundiata qui est la plus complète. Ça nous avait été caché hein, dans les programmes d'enseignement là. Nous, quand on était à l'école primaire, au lycée, on ne nous a jamais parlé de Kouroukan Fouga. C'était caché. Mais ça a fini par sortir. N'est-ce pas, Ousmane? Ça a été caché. Par contre, on n'avait pas caché Hérodote. On n'a pas caché Hérodote. On n'a pas caché Strabon. Diodore de Sicile, on ne l'a pas caché. Les historiens des époques anciennes, dont les écrits sont utiles encore aujourd'hui. Et pourquoi n'avoir pas mis Sundiata? Pourquoi? Et ce travail-là, qui est précédé par d'autres du même type, doit être poursuivi non seulement par Massiga Diouf, mais aussi par les jeunes qui sont ici. Mais pour écrire, il faut faire de la recherche. Mémoriser, situer, répertorier des données qui se tiennent les unes les autres pour tracer une ligne de vie et un chemin de progression du bien au mieux et du mieux au meilleur. C'est l'effort que ce garçon a fait. Bravo. Bravo. Senghor a défini les premières lignes, les premiers axes des options diplomatiques du Sénégal. Je ne reviens pas, le doyen l'a fait brillamment. Abdou Diouf n'a pas démérité, parce qu'il a été successivement directeur du cabinet de Senghor, secrétaire général de la présidence, ministre du plan, ministre de l'industrie, premier ministre et président de la République. Donc il a suivi un sillage linéaire, même sinusoïdal de temps en temps, comme disent les mathématiciens, pour être un héritier de Senghor. Et Abdoulaye Wade n'a pas mené une diplomatie différente de celle de Senghor, parce que les acquis ne pouvaient pas être mis de côté. Les acquis étaient les soubassements sur lesquels il fallait construire la poursuite des politiques diplomatiques du Sénégal. Vous savez, je parle rarement d'Abdoulaye Wade parce que si je le fais, je serai dur. Donc je préfère ne pas parler trop de lui. J'ai été son premier ministre quand même pendant 11 mois, juste le temps d'un enfant qui est dans le ventre de sa maman, plus 2 mois pour le baptiser et puis pour lui donner des habits. Parce qu'on ne fait pas de vieux os dans certains types de compagnonnage, mais c'est le destin. Je le respecte. Abdoulaye Wade a toujours été de bonne foi. Mais il s'est trompé souvent, et je l'ai dit, Jeune Afrique l'a publié. Il agit seul, décide seul et se trompe seul. Malheureusement, quand il fait ces 3 seuls-là, c'est un peuple qui reçoit le résultat. Voyez-vous, alors je n'en dirai pas plus pour rester quand même sur les hauteurs. Je voudrais dire ceci. Après avoir salué ces anciens ministres des Affaires étrangères, et dire que le président Macky Sall, aujourd'hui, il a le pouvoir entre ses mains. Il réussit, hein? Il réussit. Parce qu'il est calme, serein. Dans la diplomatie, ce qu'il faut, c'est la patience, avec la conscience entre les mains, la perspicacité pour marcher dans un champ de mines sans poser le pied sur les mines antipersonnelles et être endurant. Ça veut dire savoir encaisser, réfléchir, maturer ce que l'on fait et sortir le résultat et surtout être discret. Et je crois que le président Macky Sall fonde sa diplomatie sur ces critères-là, comme Talleyrand de Périgord, qui a été quand même ministre des Affaires étrangères de Napoléon Ier. Quand Napoléon est tombé en 1814, après les 100 jours, et qu'il a été envoyé à l'île de Sainte-Hélène par les Anglais, eh bien, beaucoup de gens sont étonnés de voir Talleyrand de Périgord à la conférence de Vienne, alors qu'il venait de quitter Napoléon, qui avait été arrêté. Il a brillé là-bas. Parce que la diplomatie marche sur une rationalité linéaire qui est reliée directement à l'intelligence humaine, monsieur le professeur. L'intelligence humaine, c'est quoi? C'est des séquences, c'est un mouvement séquentiel de logique successive que l'on retrouve dans toutes les matières. La communication, la diplomatie elle-même, l'agriculture, la gouvernance et même la vie dans la santé que l'on préserve pour pouvoir parcourir une vie qu'on appelle un segment du destin. Alors, Massiga, bravo,
Et félicitations. Quand, à l'époque romaine, il y a eu un général qui s'appelait Régulus. Régulus avait été fait prisonnier par l'armée de Carthage. Régulus s'est offert pour aller à Rome, alors qu'il était en prison, pour négocier avec le Sénat romain une paix. Après moult hésitations, les Carthaginois ont dit d'accord, vous allez à Rome pour négocier. Mais si vous échouez, vous revenez, on vous remet en prison. Ça, c'est une procédure diplomatique, c'est nous. N'est-ce pas? C'est une procédure diplomatique. Je vais négocier avec mon pays un accord de paix. Alors que moi, j'ai été fait prisonnier. Ils disent oui, mais si vous échouez, vous revenez. On va vous remettre en prison. Et bien, Régulus est parti. Il a négocié avec les Romains et le Sénat a refusé. Et le Sénat lui a dit, tu ne repars pas. Il dit, ah, moi je repars, parce que j'ai donné ma parole. Et Régulus est reparti à Carthage, parce qu'il avait échoué. Contre l'avis du Sénat romain. Question d'honneur. Il n'y a pas de diplomatie s'il n'y a pas de sens de la parole donnée. Pas de diplomatie s'il n'y a pas de sens de l'honneur. Pas de diplomatie s'il n'y a pas de sens de ce qui est juste, ce qui est objectivement vrai et de ce qui est utile pour la communauté. Les Carthaginois l'ont mis en prison, malheureusement. Il est mort en prison. Ils auraient dû le libérer. Aujourd'hui, il serait revenu, on lui dit, rentre quand même, parce que tu as respecté ta parole. Mais les Carthaginois l'ont mis en prison et il est mort là. Je m'en vais conclure, monsieur le professeur. Je reviens sur l'exploit des Lions. Dans 1000 ans, on parlera de ces victoires de nos lions. 1000 ans. En l'an 776 avant Jésus-Christ, ont eu lieu à Olympe les premiers Jeux olympiques de l'histoire de l'humanité. 776 avant Jésus-Christ. C'était à Olympe. Les premières Olympiades ont eu lieu en 776 avant Jésus-Christ. Il y avait 18 épreuves. C'est un berger qui n'avait jamais reçu d'entraînement, qui a gagné 4 épreuves sur les 18. Un berger. Berger qui n'avait pas reçu d'entraînement, mais comme il marchait derrière ses chèvres et ses moutons à travers les montagnes et les collines, il avait un entraînement naturel, il a gagné 4 épreuves sur 18. Eh bien, on en parle aujourd'hui. Mais pourquoi on ne parlera pas de nos lions dans 1000 ans 776 avant Jésus-Christ, nous sommes en 2015. Si on parle de ce berger-là, qui a remporté 4 épreuves, et pourquoi on ne parlera pas des braves lions sénégalaises qui ont remporté pour la 11e fois la Coupe d'Afrique de basket? Je vous remercie. Et donc, les 3 fois que le Sénégal a été membre non permanent du Conseil de sécurité. Voilà, mais j'ai une autre question et je donne à Massiga. Je ne sais pas si c'est le président de l'Assemblée nationale qui parle ou le spécialiste du latin et du grec qui a aussi cette capacité extraordinaire de fonctionner comme un historien. Parce que moi, chaque fois que je vous parle, je me dis, mais où est-ce qu'il a développé cette capacité de retenir toutes ces dates-là? Et je crois que je ne suis pas le seul à le remarquer et que l'assistance est d'accord. En tout cas, bravo. Hein, je crois que peut-être que l'université ou les universités sénégalaises pourraient penser un peu à ceci. Comment faire en sorte que des personnes ressources comme vous, le président, son excellence l'ambassadeur, tous ces ambassadeurs, tous ces anciens directeurs, que le fonds de compétences et d'expérience que vous avez, qu'un bâton rompu, que vous puissiez faire des échanges avec les étudiants, pour que ces étudiants-là comprennent que l'avenir leur appartient. Il leur suffit tout simplement de faire ceci. Un tout petit effort, intellectuel, peut-être physique, qui leur permettra quand même de sortir de ce qu'ils considèrent comme des difficultés impossibles et qui les poussent peut-être à des excès qui, avec l'entraînement de l'esprit, pourraient peut-être être évacués des campus. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faudrait que peut-être le ministère de l'Enseignement supérieur, mais surtout les recteurs, réfléchissent. En tout cas, pour ceux que je connais, je vais essayer de discuter de ça avec eux, parce que c'est extrêmement important. Parce que vous êtes des exemples
Mais les étudiants disent qu'ils triment. Mais chacun de nous, d'où est-ce qu'on vient? Aucun d'entre nous n'a eu une cuillère d'argent ou d'or là. On est parti, je le racontais à quelqu'un aujourd'hui, quand en 68, il y en a qui disaient, oui, il habite là, j'étais avec elle, là, ils disent, il s'embourgeoise, il va falloir qu'on l'entraîne dans le mouvement pour qu'il soit conscient politiquement. Mais je les regardais et je me disais, ces gens-là, si je les amenais à Sokol, et qu'on aille dans les champs pendant une semaine, malgré le discours de marxiste là, est-ce qu'ils vont rester? Je crois qu'ils ne seraient jamais restés. Absolument. Et chacun de nous et chacun de vous, vous nous avez montré l'exemple avec ces trajectoires extraordinaires. On a dit de Abraham Lincoln, you know, from the log house to the White House, from a log cabin to the White House. Mais on pourra dire ici aussi de la case à l'étage à Dakar ou n'importe où. Avec fierté. Ici, tout ça pas d'y croire. Massika, ce n'est pas le sujet, vous allez vous dire, je fais aussi. Non, c'est absolument pas. C'est important. Vraiment nous donne une inspiration. Et quand vous dites, c'est le passé, mais je crois que vous représentez le futur. Vous comprenez ce que je vous dis? Il faut qu'on vous regarde, qu'on voit ce que vous avez fait, ce que vous aviez fait, pour dire que il sera possible de le faire dans l'avenir. Le futur est investi dans votre passé. Et c'est une étude extraordinaire qu'il faudrait faire, ou exposer en tout cas les jeunes Sénégalais à ça. Président et ambassadeur, excellence, merci beaucoup pour ce cours. Merci. Je m'excuse d'avoir abusé. Non, pas du tout. Au contraire, c'était intéressant. Je remercie le professeur Ousmane Sène. La question qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est celle de savoir où est-ce que je dois commencer et qu'est-ce que je dois dire après tout ce qui a été dit. Parce que je ne crois pas être en mesure de dire plus, encore moins d'aller plus profondément sur disons, les initiatives diplomatiques qui ont été développées jusque-là et qui ont constitué la ligne cohérente et constante de l'État du Sénégal. Mais permettez-moi quand même de remercier mon aîné Mamles Camara. Je crois que personne ne le présente plus aux jeunes journalistes que nous sommes. Il constitue une référence vraiment dans le journalisme, un modèle de professionnalisme, un modèle amener le livre nuitamment. Donc, pour une personnalité de son rang, il m'a demandé de l'amener à n'importe quelle heure. Et je crois que quand j'ai amené le livre chez lui, vraiment, il était un peu tard. Mais bon, il a tenu quand même à me recevoir dans son salon et nous avons pu discuter, malgré l'heure tardive, sur quelques points qui constituent, disons, la ligne directrice du livre. Donc, je lui remercie profondément. Alors, pour le président Moustapha Agnès, je ne sais pas ce que je dois dire, très franchement, parce que il a été avec mon père au Parti Socialiste de l'époque. Je lui rappelais la dernière fois, il me disait que ton père, on l'appelait Mbagnick le Serer. Voilà. Donc c'est ce qu'il me disait la première fois que je l'ai rencontré et que je lui disais que mon père était avec lui au Parti Socialiste. Je ne voudrais pas dire ici devant l'Assemblée, par peur, puisque je suis journaliste, je suis censé être équidistant, ce qu'à l'époque mon père m'avait dit. Donc c'était vers les années 2002-2003. J'étais encore jeune étudiant et je fréquentais les mouvements politiques au sein de l'université, les jeunes du PDS, les jeunes de l'AFP, etc. Et mon père, à chaque fois que je lui dis que j'étais pourtant aujourd'hui avec les jeunes du Parti démocratique sénégalais, ou bien les jeunes socialistes, etc., il me dit que pourtant, ce n'est pas pour t'inciter à t'engager politiquement, mais il y a quelqu'un que j'ai connu dans le Parti socialiste. C'est un homme loyal, c'est un homme respectueux de la parole donnée, c'est un patriote, et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Sénégal et qui s'est longtemps investi pour le développement et pour l'émancipation des populations sénégalaises. Alors je lui ai de me poser la question de savoir qui c'était. Il m'a dit que c'est Moustapha Agnès. Bon, je lui ai dit, mon papa, ça c'est une manière juste de m'inciter à s'engager peut-être au Parti Socialiste, à l'AFP du moins. Après, il me dit, non, ce n'est pas ça. Mais bon, je t'ouvre seulement les yeux pour quelque temps. Donc c'est pour lui dire, c'est la première fois que je le lui dis, et pourtant j'en avais l'opportunité. Mais c'est pour dire jusqu'à quel point mon père vous garde encore en estime. Il a 84 ans aujourd'hui et il continue à vous garder en estime. À chaque fois que je discute avec lui, il me reprend toujours ses propos. Alors, concernant le livre en tant que tel, je dis toujours que pour peut-être comprendre la perspective de rédaction d'un ouvrage, il faut savoir remonter, disons, le cadre théorique de manière générale. Alors, le cadre théorique ici,
de ce livre, je l'inscris dans le cadre de ce que nous appelons en matière de politique publique l'action publique du Sénégal, du pays. Puisque la diplomatie, comme je le dis, est la continuation hors de nos frontières de l'action publique d'un pays. Alors pour ce qui concerne le Sénégal, vous avez constaté tous que ces dernières années, depuis 3 ans, cette action publique est caractérisée par la rationalisation des ressources et l'efficacité pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc c'est ça qui se manifeste depuis 3 années. Et au niveau international également, c'est ça qui nous a certainement permis, même si le processus a été enclenché depuis quelques années, quand même d'être élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce n'est pas une surprise, puisque je le dis dans le livre. Et ça fait plus d'1 an que j'ai achevé peut-être la rédaction de cet ouvrage. J'avais juste réadapté quelques passages pour les coller un peu à l'actualité. Mais donc, depuis il y a plus d'1 an, j'avais prédit qu'en 2016, le Sénégal sera au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Alors pourquoi j'avais prédit ça? Je dis que les bases ont été jetées dans la mesure où la ligne diplomatique sénégalaise a été toujours continuée, poursuivie et puis redynamisée davantage. Et puis je dis aussi qu'il y a une efficacité diplomatique qui s'est installée donc depuis quelques années et qui s'est poursuivie jusque-là. Et c'est ça qui nous a valu aujourd'hui d'avoir les résultats que nous sommes. Alors, si on fait un peu de la géopolitique, on se rend compte également qu'il y a peut-être quelques événements qui nous ont permis quand même d'avoir ces résultats aussi. C'est la situation du Burkina Faso, dont l'ancien président Blaise Compaoré jouait un rôle très important aussi en matière de diplomatie dans la sous-région. La situation en Guinée-Conakry qui n'était pas stable jusqu'aux élections du 11 octobre passé. Et puis la Guinée-Bissau qui continue à connaître des périodes de turbulence. Et puis, on peut retenir aussi l'élection du président Macky Sall comme président de la CEDEAO. Pour ce qui concerne la présidence que le Sénégal continue à assurer pour le NEPAD, je crois que bon, les jalons étaient déjà posés, quoi, donc, et je le dis dans le livre. Donc, de manière générale, en vérité, c'est ça. Je ne reviendrai pas sur la rationalité et la rationalisation des ressources. Je crois que des voies plus appropriées sont rentrées profondément dans ça. Et je ne pourrais pas dire plus au risque de devoir passer à côté, quoi, du sujet. Mais je dis quand même pour ce qui concerne les errances, ce n'est pas forcément péjoratif, ce n'est pas négatif une errance. Je crois que moi, ce que j'entends par errance, c'est juste une période de flottement. Et je me dis, et quand je réfléchis, je me dis que ça arrive même dans la vie d'un individu. Ça arrive dans la vie du développement, dans notre vie professionnelle. Ça arrive dans la vie de nos sociétés. Ça arrive même dans la mise en œuvre de nos projets. Donc, des périodes de flottement, c'est des périodes pendant lesquelles on se lâche un peu. Ça peut être dû à plusieurs facteurs, mais on se lâche. Et pendant lesquels on ne maîtrise plus, en fait, on ne s'inscrit plus dans la ligne que nous avions définie auparavant. Donc c'est ça que j'appelle par errance. Et ces errances, quand même, comme l'a dit monsieur le ministre Seydina Oumar Sy, ne sont l'apanage d'aucun régime. Mais peut-être que c'est à des niveaux différenciés que, franchement, on peut constater ces errances. Je l'ai dit dans le livre, dans certains passages, que franchement, ce qu'on a le plus noté en termes d'errance, c'est lors de la présidence du président Abdoulaye Wade. Pourquoi? Parce que ça faisait, c'était des effets d'éclat, donc au niveau international. Et puis ça créait à chaque fois une situation où, par exemple, on est obligé de dépêcher des gens pour aller sauver les meubles, quoi. Et puis voilà. Donc j'ai donné l'exemple de ce qu'il avait dit sur la Côte d'Ivoire. Un Burkinabé subit en Côte d'Ivoire ce qu'un Africain ne subit pas en France. Et voilà, les commerces ont été vandalisés à Abidjan. Et il a fallu que le Premier ministre Moustapha Niasse se rende à Abidjan pour quand même faire limiter les dégâts. Donc, ce sont ces exemples que j'ai donnés qui constituent des errances et qui, en quelque sorte, diminuent un peu ou bien réduisent la considération que les autres pays, que les autres nations peuvent avoir sur la diplomatie sénégalaise et sur l'image du pays de manière générale. Donc je ne voudrais pas exposer ici le livre, je sais que certains d'entre vous l'ont déjà. Je voudrais encore remercier tous ceux qui sont autour de cette table et tous ceux qui sont aussi ici. J'ai beaucoup d'amis qui sont là, vraiment, qui ont tenu à venir aujourd'hui. L'amicale des anciens ambassadeurs, vraiment je vous remercie, l'ambassadeur Seydou Nourou, pour la diligence avec laquelle vous avez fait passer les informations au sein de votre amicale. Je remercie le général Préra également qui est là, assis, et qui a tenu à venir me témoigner aujourd'hui de son amitié. Et puis beaucoup
En tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir été là. Les ambassadeurs, il y a l'ambassade de Russie qui est représentée. Il y a l'autre qui représente également une ambassade accréditée dans notre pays. Il y a beaucoup d'ambassades qui avaient également donné qui avaient dit qu'ils allaient être là. Mais bon, on comprend aujourd'hui que aussi c'est un jour où il est quand même difficile de se déplacer pour plusieurs raisons. Je vous remercie. Féliciter et remercier les Massigaires. Scène, parce qu'on m'a dit les scènes ont dit que Massigaire est toujours scène. Cette fois-ci, c'est une exception, c'est un doux. C'est la Tamkharit aujourd'hui, il mange beaucoup. Là. Je voudrais également demander l'autorisation de mes aînés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, M. Fagnan, c'est Monsieur le ministre. Tout à fait. Il m'a surveillé au lycée et il a surveillé mon épouse. Je ne sais pas comment il a fait pour nous faire rencontrer, mais en tout cas, il était entre les deux. Je voudrais également saluer de manière différente le ministre Sidna Omar Sy, qui est un grand frère à moi. J'ai eu l'honneur d'être son premier conseiller en Belgique pendant 5 ans. Et j'ai remplacé celui qui l'a remplacé également à Banjul comme secrétaire exécutif du comité sénégalo-gambien. Je commencerai par ce que le professeur Ousmane Sène a dit, et que les étudiants ont intérêt à rencontrer ces éminentes personnalités pour ce qu'elles ont fait. Et j'ai toujours dit qu'en Afrique, il n'y a pas de conflit de génération. Nos valeurs sociétales, c'est qu'il y a une complicité même générationnelle. Puisque la vie est perçue dans nos sociétés africaines comme une course de relais. Celui qui tient actuellement le relais doit le passer à celui qui le reçoit. Mais entre-temps, ils vont courir un laps de temps pour que la transmission soit bonne. Amadou Hampâté-Bâ disait en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Nous n'avons de commun que le bas, je n'ai pas sa sagesse, mais j'ai osé ajouter un vieillard en vie est une bibliothèque qu'il faut consulter. Je pense que la jeune génération a intérêt à consulter ces bibliothèques vivantes. La preuve, le président de l'Assemblée nationale nous a administré une autre leçon d'humilité qu'il a tirée des valeurs sociétales, parce qu'il n'a pas voulu parler avant son aîné. Je crois que c'est un patrimoine immatériel que nous devons, sur la transmission duquel nous devons veiller attentivement. Je pense que c'est très important pour ne pas d'opposer des générations, mais nous gagnerons toujours à avoir cette complicité générationnelle. Et pour ce qui concerne la diplomatie, je ne peux pas dire, je ne dirai pas plus, mais je peux dire plus, mais certainement pas mieux que ce qui a été dit. Je défends le concept des 3D. On va penser que c'est les 3 dimensions, c'est vrai. Le premier D, c'est la défense. Le deuxième D, c'est la diplomatie. Et le troisième D, le développement. Donc la grande miette que vous êtes, nous sommes ce que j'appelle la grande silencieuse. Puisque le mieux a perdu l'usage de la parole, mais le silencieux se prête à ne pas parler. Se prend comme discipline de ne pas parler. Donc diplomatie et développement passent par défense également. Je crois également hier, on a eu à parler du Conseil de sécurité. Mais s'il n'y avait pas Ouaga 1, il n'y aurait pas Ouaga 2. C'est Ouaga 1 qui a impulsé Ouaga 2. Les gens l'oublient. La médiation, la facilitation, il ne faut pas espérer tout de suite des résultats, mais c'est enclencher un processus qui a sauvé des vies humaines et qui a abouti à ce que l'on sait au Burkina Faso, comme l'a si bien dit l'ambassadeur, le ministre Seydina Omar Sy. Alors, le Conseil de sécurité, le président Moustapha Niasse l'a dit,
Je crois qu'il y a des victoires qu'il faut fêter. Non seulement les fêter, mais les accrocher au palmarès de tout un peuple, de toute une nation. Une succession de dirigeants, parce que la diplomatie, comme je disais hier à un débat, heureusement que c'est un consensus. Heureusement qu'il y a des acquis. Et chaque président qui vient ne tire pas une brique qu'on a déjà mise, mais s'efforce de mettre une autre brique. Et c'est cela qu'il faut renforcer. Je pense que nous avons la chance d'avoir eu des maîtres qui ont dirigé cette diplomatie, des maîtres qui ont participé à sa renommée. Et je lisais encore l'ouvrage de Feu Ibra Degenka, qu'on va également présenter prochainement, où il parlait justement de ce groupe d'ambassadeurs que le ministre d'État, Moustapha Niasse, avait identifié et qui était avec lui presque dans toutes les réunions internationales. En toutes les réunions internationales. Nous sommes venus nous y greffer. Bon, on est peut-être jeunes relativement à eux, mais nous avons fait quand même 47 années dans les relations internationales et dans la diplomatie. Nous avons appris. Il faut que les jeunes, le diplôme seul ne suffit pas. Le diplôme est une présomption simple que vous pouvez faire quelque chose, mais il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être silencieux et avoir la distance. Je crois que ce sont des leçons d'humilité que nous transférerons de manière tout à fait gratuite à tous nos jeunes et à toute cette jeunesse, quelquefois empressée de venir aux commandes. L'ambassadeur Seydina l'a dit. Nous sommes prêts à mettre, je disais à un Premier ministre, notre association, dont je m'honore d'être le secrétaire général, l'association des anciens ambassadeurs de carrière diplomatique, je disais à un Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, nous avons 900 années d'expérience à mettre à la disposition de l'État. Mais nous nous demandons à prendre la place de personne. Pourquoi? Parce que aucun de nous n'a eu ses études payées par ses parents. C'est toute la nation sénégalaise. Donc, qui nous a permis d'acquérir une expérience et un savoir-faire que nous mettons généreusement à la disposition de l'État. C'est simplement ces petits mots que je voulais ajouter en félicitant tous ceux qui sont venus et en disant merci à Rémi Massega, et je salue au passage Mamles Kamara qui est de tous les combats, y compris les combats diplomatiques. Merci. S'il n'y avait pas le président de l'Assemblée nationale, notre ancien patron et le ministre Seydina, j'allais dire comme mes parents nigérians, all protocol observe, et tout de suite, je m'engage dans mon propos. Mais je voudrais quand même saluer, je ne dis même pas quand même et de trop, saluer leur présence. Moi, j'étais le directeur des affaires politiques du ministre Moustapha Niasse. Et ce qu'il m'a fait subir, il le dit souvent, je crois que jusqu'ici, lui et Djiboka m'appellent Cissé OUA. Alors, je pense que c'est un honneur, effectivement, qu'il soit là. Je salue tout le monde. Je n'ai pas reconnu mon parent, mon général, parent là-bas, et il a tellement rajeuni que je ne peux pas dire que je n'ai pas reconnu le général. Mais, monsieur Diouf, je vais être bref simplement parce que je considère que c'est une gageure. Vous, journalistes, de vouloir écrire sur la diplomatie. Je reviendrai à vous parce que je vais le lire. Gageure parce que, comme l'a dit le président de l'Assemblée, dans la diplomatie, c'est un huitième que l'on connaît. Les 7/8e, n'est-ce pas, c'est nous. Et nous avons l'habitude de dire que diplomates et journalistes, nous sommes cousins. Parce que l'une des fonctions principales d'un diplomate, c'est l'information. Au niveau d'une mission diplomatique, la fonction la plus visible, c'est d'informer. Vous savez qu'un ambassadeur doit faire un rapport politique tous les mois, et un rapport politique tous les 3 mois et un rapport politique annuel. Donc, je pense que c'est important. Et nous, quand nous informons,
ça va chez le président de la République. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé aux diplomates d'être un expert, des journalistes, d'être tout ce que vous voulez. Mais pour vos errances, je voudrais dire simplement que dès son accession à la magistrature suprême, le président Niasse avait déjà été sapeur-pompier. On se souviendra Wade avait été invité à Lagos, à Abuja, pour une réunion sur l'éducation, mais comme il venait de mettre dans Jeune Afrique un article qui a blessé Obasanjo et sa femme, il ne pouvait pas y aller. Alors nous avons été là-bas. Et c'est extraordinaire. Parce que quand nous sommes arrivés, il a pris une partie de son discours, il m'a dit ça lui vient. Trouve un interprète qui nous traduit ça pour qu'on envoie, nous savons, je ne sais pas comment on dit à Wolof, le président et le Nigérien. Et le président, Obasanjo lui a dit, comme tu as dit ça, c'est réglé, il n'y a plus de problème. J'aurais pu dire plus que ça. Actuellement, j'enseigne ça. Les relations internationales, la diplomatie, à l'UQAD, à l'université, à Sansei. Mais je reviendrai là. Merci. Vous vérifiez sur ce qui a en partie conduit à la réalisation de cet ouvrage. C'est pour dire simplement que, en fait, l'auteur est un diplomate. Tout comme moi aussi, je me réclame de diplomate, dans la mesure où nous avons cette passion pour la diplomatie, et ce qui a conduit à ce qu'il devienne le secrétaire général d'une organisation, en fait, qui est une ONG basée à Genève, mais qui a une filiale ici au Sénégal, à savoir Africa 21, dont je suis le président. Nous partageons cette structure qui en fait œuvre pour la promotion du développement durable, pour les questions de développement de manière générale, et c'est en partie pour dire l'intérêt de fréquenter les moments où on a des sommités tels que le président Moustapha Niasse et l'ambassadeur son excellence Omar, pour dire que en fait il a bien pu en réalité faire ressortir un aspect qui à mon avis est très intéressant, à savoir la relation entre la diplomatie et le développement. Pour dire que nous personnellement on a ressenti cet aspect et que je crois que c'est là où je voudrais aussi exhorter M. Diouf à aller plus loin dans ses investigations pour parachever le processus qu'il a déjà enclenché. C'est-à-dire que la relation entre le développement et la diplomatie est une relation de dialectique, dans la mesure où les deux pôles, les deux grands pôles de l'action publique sont constitués par, d'une part, les missions régaliennes et d'autre part, les missions de développement. Et que les missions régaliennes ne sont rien d'autre que l'encadrement de tout ce qui relève du développement. Donc, c'est un premier palier, les missions régaliennes, donc la diplomatie, mais le second aspect, c'est le développement. C'est là où vraiment, nous personnellement, nous avons bien saisi l'intérêt que le président Niasse a fait ressortir par rapport à cet ouvrage. Et particulièrement, j'encourage l'auteur à aller dans ce sens. Je vous remercie. Niasse, qui sont du lycée des anciens, vraiment. Ce que je voudrais dire, c'est quelques mots sur la diplomatie et le développement, ou une diplomatie de développement. Alors, j'ai eu des flashs de cette affaire à côté ou en travaillant avec 3 excellents diplomates. Vous l'avez dit, Seydina Omar Sy, Feu Ibra Degenka et Seydou Nourouba, dans leur travail concernant la Gambie et le Sénégal. À l'époque, il y avait le comité sénégalo-gambien. Et moi, j'étais un forestier, je ne saisissais rien à la diplomatie. Mais ils ont accepté de souvent, donc Ibra Degen et Seydou Nourou, de crapahuter comme les forestiers sur le terrain. Et de venir apporter la bonne parole et de parler des bonnes pratiques aux populations.
pour défendre leurs ressources, lutter contre le gaspillage des ressources naturelles et en particulier contre les feux. J'ai vu là des diplomates absolument confrontés aux aspects de développement. J'ai eu des flashs de notre diplomatie dans les grands moments des organisations internationales. L'élection de Amadou Mokhtar Mbow à Yougoslavie. C'était la deuxième élection là-bas. Et bien là, on a vu vraiment la diplomatie à l'œuvre. Des choses qu'on ne croyait pas possibles, qui se révèlent réalisées à la fin de la journée. Je l'ai vu s'exprimer aussi à l'élection de Jacques Diouf, à la direction de l'AFO. Au début, vers 10 heures, les choses ont commencé et je rencontre un latino-américain qui me dit à Sénégal, vous êtes brave, hein, vous êtes un peu défendu là, c'est pas mal, mais de façon condescendante. Et vers le milieu de la journée, le même collègue m'a rencontré et quand on s'est rencontré, il a baissé la tête. Et les choses ont continué avec un travail extraordinaire de la diplomatie sénégalaise et africaine qui a commencé toute la période de préparation de campagne et qui est monté à un niveau extraordinaire chez l'ambassadeur du Ghana la veille des élections. Et où encore là, le Sénégal a vraiment brillé. Je pense que c'est des moments qui sont inoubliables et qui montrent que le diplomate, il est sur tous les fronts. Et cet aspect m'a été un peu confirmé quand je venais à cette conférence. Quand je discutais avec mon cher frère et voisin, Salou Cissé, j'ai compris qu'il suivait mieux que moi, qui suis dans le secteur, il suivait mieux que moi, avec beaucoup plus de précision et de notes, les préparatifs de la conférence de Paris, la COP10 de Paris, sur le changement climatique. Pour montrer simplement que la diplomatie, ce n'est pas simplement comme les gens le croient, ils sont bien habillés, ils se rencontrent. J'avais un beau-père qui aimait bien s'amuser, et chaque fois qu'il y avait une réunion de diplomates, il disait que il fallait qu'il y ait c'était un serré, je l'avoue. Donc, venir nous faire comprendre davantage la diplomatie et son parcours est un excellent travail de cher René Massiga Diouf. Oui, je lui disais que le nom Massiga est a été beaucoup plus souvent scène que Diouf. Alors donc, en tout cas, félicitations, Dio Kanyal, et que le courage, l'endurance, enfin ces grandes valeurs évoquées par nos anciens, vous accompagnent pour de nouvelles réalisations et de nouveaux écrits. Merci. Déjà lu, vous voyez qu'il y a des coquilles qui restent. L'auteur, ce qu'il donne, c'est un draft. Il est tellement proche du texte qu'il a beau le lire 100 fois et 100 jours, il y a toujours des choses qu'il ne verra pas. Il appartient à l'éditeur de prendre quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un ferré en grammaire, un stylistique, pour pouvoir quand même enlever les scories. Ce n'est pas un plaisir de lire un livre et de déceler des fautes. Ce n'est pas la faute de Massiga. C'est la faute de celui qui a pris la responsabilité d'imprimer quand même cet ouvrage-là. Et ce qu'on me dit, c'est trop facile ça. Dire oui, on n'a pas les moyens, on n'avait pas... Non, ça c'est trop facile. Dans ces conditions, ceux qui sont responsables, ils l'ont gagné, mais on ne peut pas mettre ça sur le marché. C'est pas bon ça. Et c'est la deuxième ou la troisième fois que je le dis par rapport à des éditeurs qui prennent et sont trop heureux de mettre très rapidement sur le marché alors qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait éviter là. Voilà. Ousmane, oui. Sans être indiscipliné, je crois que pour l'essentiel, ça a été des contributions de haute facture sur la géopolitique, sur les relations internationales de manière générale. Donc ça montre que réellement dans cette assemblée, il y a
des gens qui sont vraiment férus de relations internationales et de géopolitique de manière générale, surtout nos vaillants diplomates, comme je le dis très souvent. Pour ce qui concerne la question de monsieur, la conférence de Bandung en 1955, on sait que quand même en ce moment, il y avait quand même 3 camps. Ce que je retiens du peu de recherche que j'ai sur cette conférence. Il y avait les Occidentaux, l'RSS, je crois, et puis il y a eu les non-alignés, donc le groupe des non-alignés, constitué pour l'essentiel de pays sous-développés. Donc, je crois qu'on ne peut pas considérer quand même le fait que le Sénégal soit derrière les non-alignés comme étant une errance pour moi. Donc, le Sénégal avait choisi un camp bien déterminé. Donc, le Sénégal a choisi de ne pas s'aligner. Donc, je crois que le président Moustapha Niasse est beaucoup plus outillé sur ce plan pour répondre à votre question, mais moi personnellement, c'est comme ça que je conçois que ça. Donc, je ne peux pas considérer la position du Sénégal comme étant une errance lors de cette conférence. Donc, je crois que la position du Sénégal répondait à un besoin réel. Donc, il faut se dire qu'au début, vers les années 1950, 1960 et jusqu'à tard vers les années 1970, comme je l'ai dit, le Sénégal avait joué sur 2 leviers sur le plan international. Donc, il y avait, avec Senghor, le particularisme culturel. Donc, il y avait le particularisme culturel et il y avait aussi la notion d'alignement diplomatique sous Senghor. Évidemment, il peut y avoir d'autres aspects de la diplomatie qu'on a pu mettre en œuvre, mais je crois que de manière générale, en dehors de la rationalisation, etc., dont on a parlé tout de suite, je crois que c'est sur ces 2 leviers, surtout que le Sénégal jouait. Et lors de cette conférence, on a vu que le Sénégal n'est pas resté. Au contraire, le Sénégal a été membre actif lors de cette conférence. Le Sénégal a beaucoup travaillé, de par le peu d'informations que nous avons eues, a beaucoup travaillé quand même pour imposer ses vues. Donc le Sénégal s'est aligné sur la position qui lui semblait répondre le mieux à ses intérêts. Monsieur le Président, les autres intervenants, si vous avez un petit mot avant la dédicace. Juste sur Bandung. Senghor était représenté à Bandung par M. Jean Rousse. R.O.U.S., qui était son ami, qui est mort il y a une dizaine d'années, qui était un progressiste, qui a été secrétaire particulier de Léon Trotsky. Jean Rousse, dans sa jeunesse, a été un militant de la gauche progressiste, qui a été le secrétaire particulier de Trotsky, ce qui est quand même une référence importante. Il est devenu l'ami de Senghor dans les années 30, pendant que Senghor était à Paris avec Alioune Diop, Aimé Césaire et les autres. Et c'est Jean Rousse qui l'avait délégué à Bandung, qui a travaillé à l'époque avec Sukarno, le leader de l'Indonésie de l'époque, avec Nehru, Jawaharlal Nehru, qui était le leader de l'Inde. Donc Senghor était bien présent à Bandung par la représentation qu'il avait envoyée sur place. Mieux, il avait confié à Jean Rousse, quand il partait là-bas, un message de 3 pages, dans lequel il confirmait son adhésion pour le mouvement de libération des peuples du tiers-monde. 55, c'est 1 an après Dien Bien Phu, et 1 an, novembre 54, le début de la révolution algérienne, qui a permis de libérer beaucoup d'autres pays. Grâce à la guerre de libération du FLN, beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres anciennes colonies ont été par la suite libérées. C'est grâce à la guerre d'Algérie que la France a considéré qu'elle ne pouvait plus continuer à occuper les colonies et les territoires coloniaux. Ben Phu, et puis la guerre d'Algérie, qui a commencé en novembre 1954, qui s'est achevée avec les accords d'Évian en 1962. Pour le Mali et l'Algérie, les relations sont tellement ténues qu'elles dépassent l'aspect géographique. Le président Ouari Boumediene et l'actuel président, mon ami Abdou Aziz Bouteflika, ils étaient sur le territoire malien, le Soudan à l'époque, qui est devenu Mali, à partir du 20 août 1960, République du Mali. Ils étaient là, dans le nord du Mali, pas sur le territoire algérien, où il y avait la base du FLN, à partir de laquelle le FLN, à partir du sud vers le nord, menait le combat avec ce qui était dans les Aurès. C'est extraordinaire. Vous savez, il est souvent parfois difficile de rappeler l'histoire. Donc je ne citerai pas de pays pour des raisons diplomatiques. Un pays européen avait emprunté à un pays africain en 1000
1811 de l'argent. Parce que le pays européen était dans une série de guerres. Et ce pays européen n'avait pas assez d'argent. C'est le pays africain, Afrique du Nord, qui a prêté l'argent à Napoléon. Et Napoléon n'a pas payé jusqu'à sa chute. Justement, je crois que c'est nous qui connaissons bien ce dossier. Cette dette-là existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle date de 1811. Et puis l'ambassadeur de ce pays européen, que je ne citerai pas, a été reçu par l'émir du pays créancier. L'ambassadeur a été quelque peu incorrect. L'émir avait un chasse-mouche. Il a tapé un peu pour rigoler sur le nez de l'ambassadeur du pays européen. Et c'est de là qu'est partie la colonisation de ce pays-là par ce pays européen. Je reste diplomate, hein? Je ne cite aucun pays. Pour vous dire simplement les errances dont on parle, comment? Vous me devez de l'argent. Vous ne voulez pas me le payer. De 1811 à 1829-30. Je rappelle assez aimablement la dette. L'émir a donné un petit coup de charme sur le nez de l'ambassadeur. Ils ont dit, casus belli, non seulement on ne paie pas la dette, mais on vous colonise. C'est les hasards de la diplomatie. Et ça, c'est l'histoire. Ça, je voulais vraiment rappeler ça. Je n'ai cité aucun pays. Hein. Pour qu'on reste diplomate. Oui. Son Excellence me fait signe, mais je rappelle que quand même c'est une cérémonie dédicace. Il y a une partie pour la dédicace, mais c'est un aîné, s'il demande la parole, pourquoi la lui refuser? Mais Seydou ne peut pas vous dire. Seydou était ambassadeur quelque part, en Afrique du Nord. Ça encore, je vais être diplomate. Il était tellement lié avec le peuple et les dirigeants de ce pays où il était accrédité. Et le président lui faisait tellement confiance, le président de ce pays-là, qu'il lui confiait du travail tout en informant le Sénégal. Parce qu'il a dit, j'ai de très bons diplomates, comme lui, mais je lui confie certaines missions. Alors, ce pays africain-là prend un peu ombrage de ça et décide de rappeler l'ambassadeur de Seydou. Parce qu'il est l'ami du président de ce pays-là, tellement sa mission était bien menée. Et puis ça, le président décide de le rappeler d'Ardar en guise de sanction. Un ambassadeur qui réussit, on le rappelle. Alors, le président de ce pays-là, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères ici. Ce n'est pas Abdou Diouf, hein. Ce n'est pas Senghor et ce n'est pas Macky. Mais je ne dis pas qui c'est. Je reste diplomate, je ne dis pas qui c'est. Alors le ministre des Affaires étrangères de ce président vient Ousmane. Il voit le président, il dit, bon voilà, Seydou va partir puisque vous l'avez rappelé. Mais le président de ce pays-là va le nommer ambassadeur en Arabie Saoudite de ce pays-là. Vous vous rendez compte? C'est la diplomatie, ça. Il dit, bon, vous le rappelez, mais moi je vais le nommer ambassadeur de mon pays à Riyad. Évidemment, ça a été un coup de massue et Seydou a été laissé sur place. Je voulais un petit ça. Bon, son Excellence délivre la parole. Alors, donc, vous avez le temps. Hein? Oui, bon, mais... non, je crois que peut-être vraiment la dédicace pour que les gens se libèrent, si ça ne dérange personne, à moins que quelqu'un insiste. Oui, les dédicaces pour que chacun puisse se libérer. Nous vous remercions, mais je voulais ajouter autre chose aussi. C'est vous qui avez si bien parlé. Vous avez des sujets sur lesquels vous vouliez vous entretenir avec le public. Mais venez, nous sommes ouverts et nous sommes disponibles. Voilà, c'était quelque chose que je voulais ajouter. Je vous remercie tout le monde. Massega, merci beaucoup. Merci Excellence.